Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, des coups de feu la nuit dernière lors du dîner des correspondants de presse à Washington. Donald Trump et son vice-président évacués en urgence, un homme de 31 ans interpellé. Page spéciale ce soir. Quels étaient les réels objectifs du tireur? Question sur les failles de la sécurité autour du président, la réaction de Donald Trump et celle de notre envoyée spéciale présente dans la salle à Washington, en duplex avec nous Diane Schlinger, en plateau ce soir l'analyse des images par Maryse Burgot. Enquête ce soir sur ces vols de bagages dans les trains et notamment dans le TGV. Tout se joue, vous le verrez, en quelques secondes parfois. Notre rendez-vous dans les yeux des Français à l'heure de la déclaration d'impôt. Comment jugez-vous votre fiscalité? Grand format sur l'amour au travail, faut-il le garder secret? Peut-il être un motif de licenciement? Les réponses dans un instant. Et puis 20h30 le dimanche au sommaire, portrait et interview d'une icône du cinéma, Meryl Streep. Elle sera ce soir avec l'acteur américain Stanley Tucci, deux héros du retour du diable s'habille en Prada. Bonsoir à tous, il était 20h36 hier soir à Washington lorsque des coups de feu ont donc retenti aux abords du dîner des correspondants de presse. Le président des États-Unis Donald Trump, tout comme son vice-président J.D. Vance, ont été rapidement évacués par les hommes du Secret Service. Après des échanges de coups de feu dans le hall de l'hôtel Hilton, un homme de 31 ans, un tireur isolé, a été interpellé. Commençons notre page spéciale par le récit de cet événement avec notre correspondante qui était présente dans cette salle aux États-Unis, Diane Schlinger, Anto Filippi. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche commençait à peine hier soir, quand tout à coup, une salve de tir. Un bruit distinct, mais sourd. Sur scène, au milieu du brouhaha, Donald Trump a du mal à réaliser ce qui se passe. Melania est la première à réagir. Immédiatement, un membre du Secret Service, ici en noir, se place juste devant le président pour le protéger. Et en tout juste 9 secondes, le vice-président est extirpé de son siège. Des policiers lourdement armés sécurisent l'évacuation de Donald Trump et de sa femme. Voici le moment des tirs, vu de l'entrée de l'hôtel sur le tapis rouge. Débandade en talons aiguilles des invités et confusion des forces de l'ordre. Il y a plusieurs étages dans le bâtiment. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Attention, tir croisé! C'est en fait juste à l'entrée de la salle de réception. Sur cette vidéosurveillance, on voit un homme forcer les contrôles de sécurité. Il tire sur un agent. 2 policiers sortent immédiatement leurs pistolets. À peine quelques dizaines de mètres de là, dans la salle de bal, Je crois qu'on devrait se baisser. Mettez-vous au sol! panique et confusion. Des agents du Secret Service Laissez-nous passer. enjambent les chaises, les tables, les invités qui se sont précipités au sol. Pendant de longues secondes, personne ne sait où se trouve le tireur et s'il a agi seul. Avec des confrères japonais et américains, je suis au fond de la salle, à l'abri sous notre table. On vient d'entendre ce qu'on croit être des coups de feu. Tout le monde s'est précipité sous son siège. On sait pas vraiment ce qui se passe. Ne bougez pas, restez où vous êtes. J'ai entendu des tirs très forts depuis cette direction. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai rien vu, j'ai juste entendu les tirs. Tout le cabinet de Donald Trump est exfiltré, en urgence. Et devant nous, le secrétaire à la Défense Des gens qui sont évacués. est escorté jusqu'à une sortie de secours. Panique dans les couloirs, des personnalités qui quittent les lieux dans la précipitation. Je veux juste y aller. Huis clos étouffant pour les centaines de politiques, avocats et journalistes qui restent confinés à l'intérieur. Les yeux rivés sur ces portes, à l'arrière de la salle. J'ai parlé avec l'agent de sécurité. La scène est bouclée au niveau des escaliers. C'est juste derrière cette porte qu'a eu lieu la fusillade. Il faudra de longues minutes pour obtenir la confirmation que la situation est bien sous contrôle. Le tireur a été maîtrisé, on le voit ici plaqué au sol, menotté. Tous les invités peuvent finalement quitter la salle tard dans la soirée. Un homme torse nu, le visage contre le sol, menotté dans le hall de l'hôtel Hilton. Son nom, Cole Thomas Allen, 31 ans. Il est celui qui a hier soir ouvert le feu. Quelle cible avait-il en tête? Au fil des heures, les informations concernant son parcours jusqu'à Washington s'accumulent. Des écrits anti-Trump ont été retrouvés. A-t-il assemblé son arme dans l'enceinte de l'hôtel? Justin White, Jérémy Laurent Kaysen avec Lucille Latour.
Le visage tourné vers le sol, torse nu et menotté. Ces images du tireur présumé sont prises quelques instants après la fusillade. Et c'est le président américain en personne qui les partage sur son réseau social. L'homme a été arrêté. Ils vont aller à son appartement. Je crois qu'il vit en Californie et que c'est un malade. Un homme très malade. Ils ont l'air de dire que c'est un loup solitaire. Je le pense aussi. L'homme s'appellerait Cole Thomas Allen, 31 ans. Dès hier soir, le FBI a perquisitionné son domicile à Torrance, en Californie. Car c'est bien depuis sa ville d'origine, près de Los Angeles, qu'il aurait d'abord rejoint Chicago en train, avant de gagner Washington, 2 jours avant le gala. À chaque étape de son voyage, il était lourdement armé selon les autorités. Nous pensons qu'il avait acheté les 2 armes à feu qu'il portait sur lui au cours des 2 dernières années. Et nous pensons qu'il visait des membres de l'administration lors de cette attaque. Des motivations que le suspect aurait consignées dans un manifeste et envoyées à ses proches quelques minutes avant son passage à l'acte. En voici un extrait révélé par plusieurs médias américains. Je ne m'attends pas à être pardonné, mais si j'avais pu trouver une autre solution, je l'aurais choisie. Les responsables de l'administration sont des cibles, classées par ordre de priorité du plus haut au plus bas. Donald Trump qualifie cet écrit d'antichrétien. Le suspect serait aussi diplômé d'une prestigieuse université américaine. On le voit ici en 2017. Il présente un système de freinage d'urgence sur fauteuil roulant. Ces dernières années, il aidait des étudiants à préparer leurs examens et avait même été élu meilleur enseignant du mois par un programme de tutorat. L'un de ses anciens élèves se souvient d'un homme sympathique. C'était un type tout à fait normal, un type intelligent. Il était un peu excentrique. Rien d'étonnant, tu ne t'attendrais certainement pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait ce soir-là. Aujourd'hui, le suspect a été examiné par des médecins. Il comparaîtra lundi devant la justice. Pour l'heure, il est jugé peu coopératif par les enquêteurs. Un homme armé d'un fusil, d'un pistolet, de couteaux présent dans un hôtel qui accueille les plus hauts responsables de l'administration américaine. Un officier touché par balle mais sauvé par son gilet de protection. Sans surprise, une question est très vite apparue sur les éventuelles défaillances des services de sécurité autour d'un tel rendez-vous. Question et décryptage en images avec Stéphanie Pérez, Aurore Ployer et Justine Lepouillet. Le chaos en plein dîner de gala. Des services de sécurité sur les dents. Comment l'assaillant a-t-il pu s'introduire dans l'hôtel avec des armes? Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme y avait pris une chambre. L'établissement n'avait donc pas été évacué de ses autres occupants et aucune fouille des étages effectuée. Donald Trump lui-même pointe des failles dans le dispositif. On regarde les mesures mises en place et il apparaît que ce n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. Le dîner se déroulait dans cet hôtel Hilton au cœur de Washington. La salle de bal est située au 2e sous-sol. L'assaillant n'a pas pu l'atteindre, il a été neutralisé au niveau supérieur, là où étaient installés les portiques de détection de métaux. Ces mêmes portiques que les invités munis de leur carton d'invitation avaient passé quelques minutes plus tôt. Selon leurs témoignages, il n'y en avait aucun autre ailleurs, ni dans l'hôtel, ni à l'extérieur. Un défaut qui surprend cet ex-membre du service de protection des hautes personnalités en France. Le principal critique que je pourrais faire, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui arrive en courant sur le portique de sécurité. Et donc il n'y a pas de contrôle avant le portique de sécurité. Voilà. Autre question, le temps de réaction des officiers du Secret Service chargés de la sécurité du président. Il leur faut de longues secondes pour se positionner en bouclier autour de Donald Trump. On les voit qui surgissent des extrémités de l'estrade. Ce que j'ai remarqué dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas d'officier de sécurité à proximité pour éventuellement l'évacuer en cas de problème. La mallette de protection qui sert à bloquer certaines balles n'était pas présente non plus. Curieuse répétition de l'histoire, c'est devant ce même hôtel que l'ancien président Ronald Reagan a lui aussi été la cible de tir. C'était en 1981. Et on va retrouver dans un instant notre correspondante Diane Schlinger à Washington. Mais d'abord, petit retour en arrière en images avec vous, Diane, qui avait enregistré sur place cette séquence hier soir lors des coups de feu et lors de l'évacuation de Donald Trump.
C'était le début du dîner, on était en train de manger l'entrée, j'étais assise à cette table, juste ici. Et tout d'un coup, on a entendu une série de coups de feu, environ 5, et ils venaient a priori de derrière cette porte. C'est l'entrée de la salle de gala qui se trouve à environ, disons, une cinquantaine de mètres de la scène où était assis Donald Trump. Et bien, à ce moment-là, quand on a entendu les coups de feu, évidemment, tout le monde s'est couché au sol, a essayé de se réfugier sous les tables. On a essayé de se serrer pour que tout le monde loge. Il y a eu un grand moment de panique et surtout un silence assourdissant qui contrastait énormément avec le brouhaha depuis le début de la soirée. Et puis, on a vu des militaires, des agents de Secret Service parcourir la salle de gala entre les tables. Et puis, j'ai même vu un serveur qui levait les mains comme ça pour dire « je n'ai rien à voir avec l'histoire ». Et puis, dans la confusion, on a vu se faire évacuer le secrétaire à la défense, le porte-parole de la Maison-Blanche, etc. Alors qu'évidemment, Donald Trump, lui, a été évacué en à peine quelques secondes, ici, dans cette salle de l'hôtel Hilton, où se déroulait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Bonsoir Diane, on vient de vous voir au cœur de cette salle, ce dîner des correspondants de presse où vous étiez invité hier soir. Est-ce que vous avez ressenti sur place, en arrivant, que la sécurité était intense ou pas ? Alors, pour dire la vérité, en fait, quand on est arrivé, il y avait un grand dispositif autour du bâtiment avec beaucoup de rues barrées. Mais en revanche, quand on est arrivé devant l'hôtel, il y avait la queue, mais pas pour être contrôlé, seulement pour attendre, pour être photographié sur le tapis rouge. À l'entrée, on a juste eu à montrer notre ticket, un ticket papier, même pas de QR code. Et je n'ai jamais eu à prouver mon identité. J'ai vu des brigades canines et on a vu aussi circuler des clients de l'hôtel librement au milieu des invités en robe longue et en nœud papillon. Le seul véritable contrôle que j'ai subi, c'était à l'entrée de la salle de bal. Là, mon sac a été fouillé, je suis passée sous le détecteur de métaux. Alors, dans ce manifeste, le tireur dit qu'il y avait un sentiment d'arrogance, qu'il y avait, je cite, aucune sécurité, ni à l'hôtel, ni pour l'événement. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai, puisque finalement, ce sont bien les agents du Secret Service qui ont réussi à l'arrêter avant qu'il ne pénètre dans la salle. Merci beaucoup, Diane. On vous souhaite une soirée beaucoup plus calme. Personne ne m'avait dit que c'était un métier aussi dangereux. Voilà les mots qu'a prononcés hier soir Donald Trump, près d'une heure après ses coups de feu, lors de sa prise de parole à la Maison-Blanche. Il était resté dans son costume de gala avec une certaine sérénité apparente. En 10 ans, il a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. On se souvient bien sûr de ce jour de juillet 2024 à Butler, où sa vie s'était jouée à quelques millimètres seulement. Claire Vérove, Perrine Aubert. Au centre de la table, Donald Trump, évacué en urgence hier soir après des tirs. Était-il la cible de l'assaillant ? En 10 ans, c'est la 5e fois qu'il échappe à un homme armé, un record dans l'histoire des États-Unis. En 2024, déjà, ces images de Donald Trump, oreilles ensanglantées, poings levés, avaient bouleversé la campagne présidentielle. En plein meeting en Pennsylvanie, il venait d'être frôlé par une balle de sniper. Pourquoi se trouve-t-il hier encore dans le viseur d'un tireur? Peu après son évacuation, le président américain a sa propre explication. Ce sont ceux qui en font le plus, ceux qui ont le plus grand impact qu'on vise. On ne s'en prend pas à ceux qui ne font pas grand-chose. C'est avant même d'être élu à la Maison-Blanche en 2016 que le milliardaire est ciblé une première fois par cet étudiant britannique affirmant vouloir l'empêcher d'accéder au pouvoir. Lors de la campagne de 2024, Donald Trump est pris pour cible jusque dans sa résidence de Mar-a-Lago. Cet homme a été repéré dans un buisson avec un fusil. Il avait laissé une lettre appelant d'autres à terminer le travail s'il échouait. Une succession inédite de tentatives d'assassinat, symptôme d'un pays de plus en plus fracturé. C'est vrai qu'on est dans une période où la violence politique est très forte, que Donald Trump contribue à une espèce de lâcher général. Allez-y, tout est permis, les adversaires sont des ennemis. Donc il focalise peut-être davantage que d'autres des individus prêts à passer à des actes violents. Loin de fuir les événements publics, le président américain a promis qu'il serait de retour lors du gala reprogrammé d'ici 30 jours.
Et ces dernières heures, les leaders israéliens, allemands, le roi Charles III, qui est attendu demain aux États-Unis, ont envoyé un message de soutien au président américain. C'est le cas également du président Emmanuel Macron, vous le voyez, qui dénonce une attaque inacceptable. Avec nous pour décrypter 3 images maintenant. Maryse Burgot, ancienne correspondante aux États-Unis notamment. Bonsoir Maryse. Bonsoir. À l'époque, vous aviez assisté à ce dîner des correspondants à Washington. Il faut rappeler que c'était hier soir la première fois que Donald Trump s'y rendait en tant que président. Et oui, Laurent, parce que Donald Trump, en fait, déteste ce gars-là. Et il a cette soirée littéralement en horreur. Il faut remonter à 2011, en fait, pour comprendre pourquoi. Barack Obama est alors président des États-Unis et il fait un discours qui va humilier le milliardaire qui est à table. Je me souviens très bien du sourire très crispé de Donald Trump, son rictus, ses lèvres pincées. Les blagues de Barack Obama ne le font pas rire du tout. En fait, le premier président noir américain se moque de la façon dont Donald Trump l'a accusé de ne pas être né aux États-Unis. La salle est littéralement pliée de rire. Pas Donald Trump qui en garde un souvenir cuisant. Alors depuis cette nuit, les images font le tour du monde sur les réseaux sociaux. On y découvre Melania Trump qui est la première à s'interroger avec ces mots. Mais que se passe-t-il? Maryse, revenons maintenant sur ces images de l'exfiltration à la fois du président et du vice-président. Il est assez rare qu'ils soient réunis dans la même pièce. Mais oui, parce que si Donald Trump était assassiné, bien sûr, ce serait selon la Constitution américaine le vice-président Vance qui le remplacerait. Donc on évite évidemment de les mettre ensemble. Tous les deux sont protégés par le fameux Secret Service. Alors ils ont chacun des agents dédiés, mais la priorité absolue, c'est quand même le président. Or, quand on regarde les images hier soir, on voit bien que c'est le vice-président Vance qui était exfiltré en premier et quelques secondes plus tard seulement, Donald Trump est exfiltré à son tour. Il trébuche et je suis sûre que ces événements-là vont faire polémique dans les jours qui viennent. C'est bien possible. Marie, justement, depuis plusieurs semaines, Donald Trump milite pour la construction d'une grande salle de réception, mais aussi d'un bunker sécurisé à la Maison-Blanche. Cet épisode hier soir est une séquence qu'il entend utiliser politiquement. Donald Trump, vous le savez bien Laurent, c'est une bête de communication. Ce dîner qu'il déteste tant, le destin en fait aujourd'hui sa chance. En fait, ça lui permet de se dépeindre une nouvelle fois en survivant, exactement comme il l'avait fait après le fameux meeting de Butler. Et puis il en profite aussi pour instrumentaliser aussi cette fusillade. Il dit, vous voyez, j'ai bien raison de vouloir construire une salle de bal immense et ultra sécurisée à la Maison-Blanche avec en dessous un bunker sécurisé. Il dit, on a besoin de cela et il est très fâché parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, les travaux sont interrompus pour des problèmes juridiques. Il en est très mécontent. Merci beaucoup Maryse pour ce décryptage. À l'étranger, toujours ce soir, les commémorations de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur de la centrale soviétique de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, explose et fait voler en éclats l'édifice. Une colonne radioactive s'élève dans les airs. C'est en pleine guerre avec la Russie que Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux victimes. Et il en a profité pour accuser la Russie de terrorisme nucléaire, sachant que des drones survolent régulièrement le réacteur de Tchernobyl. L'enquête maintenant de ce soir, elle concerne chacun de ceux qui s'interrogent sur le sort de leurs bagages. Parfois lors d'un trajet en TGV, sont-ils réellement en sécurité à l'avant ou à l'arrière du wagon? Difficile d'obtenir les statistiques de ces vols de bagages. Voici cependant ce soir plusieurs affaires qui démontrent que tout peut se jouer en quelques secondes. Odile Longueval, Justine Velle. Cet homme visiblement chargé est en réalité un voleur qui vient de subtiliser les bagages de plusieurs personnes en gare d'Avignon. Quelques secondes et votre voyage déraille. C'est ce qu'a vécu il y a quelques mois cette créatrice de corsets entre Bordeaux et Paris. En route pour un salon, elle transporte dans une valise ordinaire 40 créations qu'elle doit exposer. Une pièce comme celle-ci, on est entre 1500 et 2000 euros à peu près. Ce jour-là, elle perd 40 000 euros et un nombre incalculable d'heures de travail. Elle, qui a payé un surplus pour l'emplacement bagage dans son train Ouigo. Mais arrivée à Paris, sa valise n'est plus là. J'ai regardé, j'ai cherché, j'ai posé des questions aux personnes qui étaient là en demandant s'ils avaient vu une valise violette quelque part. Et en fait, j'ai fini très vite par me rendre compte de ce qui s'était passé. Mais sur le moment, on n'y croit pas. On se dit, non, c'est pas possible. Les gens sont pas comme ça. Elle porte plainte, mais ne retrouvera jamais ni les auteurs, ni ses corsets.
Depuis, elle voyage munie de ce cadenas à vélo qu'elle fixe au bar métallique du porte-bagages. Même si je mets ça, je me lève quand même aux arrêts maintenant. Avant, je le faisais pas. Comme elle, sur les réseaux sociaux, d'autres usagers partagent régulièrement leurs mésaventures. Je me suis fait voler mon sac dans le train avec mon ordinateur dedans. Ma fille s'est fait voler sa valise dans son train en rentrant de Paris. Je me suis fait voler ma valise dans le train, j'ai toute ma vie dedans. Pour s'en prémunir, la SNCF incite ses clients à la plus grande vigilance, avec ces messages diffusés à bord, bien reçus chez certains voyageurs. Ouais, effectivement, les bagages à côté, c'est quand même plus sécurisé et sécurisant que tout au bout de la ligne. Quand il y a des arrêts à Poitiers ou quelque chose, je regarde. Parce qu'apparemment, ça se passe comme ça. Les gens entrent rapidement et partent rapidement. Un mode opératoire bien connu de ces policiers marseillais. Ça peut être très très rapide, ça dure quelques secondes. Ils sont spécialisés dans la sécurisation des transports en commun. L'été dernier, ils ont retrouvé l'auteur d'un vol à 350 000 € grâce à la vidéosurveillance. On le voit ici embarqué dans le wagon première classe de ce train au départ d'Aix-en-Provence. 15 minutes plus tard, lors d'un arrêt en gare d'Avignon, il sort avec sa complice présumée. Il vient de dépouiller un couple de touristes. En fait, les voleurs se sont mis derrière, ont réussi à délicatement tirer un petit peu le bagage, ouvrir et s'emparer d'une pochette de bijoux, donc pour une valeur estimée à 350 000 €. Très vite, l'homme est interpellé, confondu par son tatouage au bras, filmé dans ce tabac de la gare où il a débarqué. Il a depuis été condamné à 18 mois de prison ferme et incarcéré. Les victimes ont retrouvé une petite partie de leurs bijoux. Mais le mieux reste de garder à l'œil vos affaires pour éviter que le voyage ne vire au cauchemar. Pour lui, les cambriolages, c'est terminé. En tout cas, pour le moment, le chat a été interpellé. C'est ainsi que le surnommaient les enquêteurs qui le traquaient. Déjà condamné à 30 reprises pour des vols, il est soupçonné de multiples cambriolages. Pour un préjudice de 10 millions d'euros, il avait pris l'habitude d'utiliser les toits d'immeubles comme mode opératoire. Adrien Cadorel, Éric Pelletier. Il avait fait des toits de Paris son terrain de jeu. Un malfaiteur surnommé le chat qui passait par les gouttières et les balcons pour s'introduire chez ses victimes. Comme dans ce quartier chic parisien où il pénètre de nuit l'été dernier dans un magasin de luxe. Après avoir désactivé l'alarme au moyen d'un brouilleur d'ondes, il s'introduit par la fenêtre et fait main basse sur une centaine de sacs de luxe. Montant du butin, 1 million d'euros. Dans cet immeuble parisien, il est également soupçonné d'être passé par un balcon pour s'introduire en début d'année chez ce député du Parti communiste chinois. Il l'aurait agressé, puis lui aurait dérobé une dizaine de montres de luxe et des bijoux pour un montant de 8 millions d'euros. Derrière ce surnom du chat, les policiers soupçonnent Mohamed S, 34 ans, déjà condamné à une trentaine de reprises par la justice. Il vient d'être arrêté avec 2 complices présumés. C'est un réseau très organisé. C'est des individus très chevronnés qui, apparemment, leur mode opératoire, la spécialité, c'est ce qu'on appelle chez nous le vol par escalade. Ce réseau pourrait aussi être à l'origine de cambriolages chez des célébrités comme le footballeur brésilien Thiago Silva ou le rappeur Booba. Devant les enquêteurs, les malfaiteurs ont nié leur implication. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ce n'est pas forcément le meilleur moment de l'année. Vous vous apprêtez peut-être à faire votre déclaration d'impôt. Et ce soir, nous sommes allés à votre rencontre. C'est notre rendez-vous dans les yeux des Français. Quel est votre rapport à l'impôt, à cette fiscalité? Vos interrogations sur votre pouvoir d'achat. Direction ce soir les Bouches-du-Rhône. On vous écoute, Jules Longchamp, Lou Cricorian. Allô, 22 000 habitants sur les hauteurs de Marseille. Ici, la douceur printanière arrive chaque année accompagnée d'un sujet beaucoup plus sérieux. Immersion dans les yeux des Français qui s'apprêtent à déclarer leurs impôts. Devant la mairie, pour Léa et Charles, la saison est aux festivités. Mariage provençal, de l'amour surtout, mais aussi quelques avantages financiers. Bonjour, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue administratif, le mariage? Ça se pose un peu la question aujourd'hui. Les impôts. C'est vrai? Ouais. Oui. Ben, si une des 2 personnes gagne beaucoup plus que l'autre, ça rééquilibre. Ouais. Donc vous allez être gagnant. Oui. Sur le plan de l'amour et sur le plan des impôts. Surtout sur le plan de l'amour. Une union à point nommé.
car la période de déclaration des revenus a débuté. Dans la commune, près de 2 foyers sur 3 payent des impôts. Reste à savoir combien. Pour en avoir le cœur net, certains habitants prennent rendez-vous à la maison France Service. Comme Nicole Scotto. Bonjour. 81 ans. Il s'occupe de tout, hein. Je fais rien. Et en plus, j'ai horreur de tout ce qui est informatique, donc je fais rien. En rendez-vous, aujourd'hui, j'en avais 7. Et c'est comme ça tous les jours. Jusqu'à présent, la retraitée ne payait pas d'impôts. Mais tout pourrait changer cette année à cause de loyers qu'elle perçoit désormais d'une maison secondaire. Je ne suis pas imposable. Alors cette année, oui. Cette année, oui. Cette année, oui. Il vous reste 1 297 € à payer. D'accord. Donc là, ça sera en 4 fois. Pour vous, c'est une somme conséquente. Ah Ça va oui. vous empêcher de faire certaines dépenses, Ah, j'imagine. de toute façon, il va falloir que je gère. Hein. Il va falloir que je gère. Au revoir. Des mauvaises surprises. C'est aussi le cas pour la famille Rodriguez. Un couple de jeunes parents installés en centre-ville. Entre l'année dernière et cette année, les salaires, ils n'ont pas changé, plus que ça. Et j'ai pris 0,4% supplémentaire. Plus 0,4% de taux d'imposition, malgré un enfant de 18 mois, et donc une demi-part fiscale en plus. Ça vous paraît beaucoup ou pas, vous, sur vos revenus? Quand on voit un peu les services publics dans l'état qu'ils sont, que ce soit les hôpitaux, la police, où on voit que ça se dégrade énormément. Je me demande si c'est vraiment, si ça va vraiment pour des choses utiles. La bonne utilisation de l'argent public, une interrogation aux yeux de nombreux Français. Même si pour la majorité d'entre eux, payer ses impôts reste un acte citoyen. Le grand format et cette question, tomber amoureux au travail est-il encore un sujet tabou? Faut-il garder cette relation secrète? Et peut-on être licencié en France pour avoir caché sa liaison à son employeur? Que dit la jurisprudence en la matière? Réponse tout de suite avec Emmanuel Lagarde et Mathias Barrois. Le plus grand amour peut naître au travail, bien malgré nous. Ça faisait partie de mes critères. Je ne me mettrai pas avec quelqu'un qui est au travail. Grand jamais, au grand jamais, et voilà. C'était il y a 10 ans. Grégory est sage-femme, Samantha auxiliaire de puériculture. La relation naît au fil des gardes de nuit, mais elle reste secrète pendant 1 an. Entre eux, il y a de l'amour, mais aussi un lien hiérarchique. J'avais pas envie que les gens pensent que je me suis mise avec lui pour avoir des avantages. C'est vrai que c'était aussi pour la protéger. Ouais. C'était aussi pour la protéger. Elle venait d'arriver. Il y avait des anciennes et je voulais pas non plus qu'on puisse supposer des choses. Quand le mariage arrive, les collègues applaudissent. Le meilleur sage-femme. Tout est bien qui finit bien. Pour eux, en revanche, ce fut la catastrophe. La vidéo a fait le tour du monde. 2 collègues pris en flagrant délit d'adultère pendant un concert. Le chanteur s'en amuse. Il est patron. Elle est l'une de ses cadres. Immorale pour l'entreprise américaine qui les poussera à la démission. S'aimer au bureau, pourtant, c'est courant. 1 Français sur 2 a déjà conclu autour de la machine à café. Mais entre le patron qui surveille et les collègues un peu jaloux, ce n'est pas toujours évident. Ma fille s'est mariée avec son N-1. Elle a joué la carte de la discrétion tout de suite. Elle a dit on ne le dit pas. Parce que c'est forcément, on ne sait pas après l'extérieur comment on va percevoir ça. En tout cas, la société ne devrait pas avoir à dire on vous vire parce que vous avez une relation avec un collègue. Et pourtant, c'est déjà arrivé en France. Dans cette usine de textile, le directeur était secrètement en couple avec une déléguée syndicale, en pleine négociation d'un plan social. La justice tranche. La liaison est déloyale vis-à-vis de l'employeur. Mais c'est un cas exceptionnel. Récemment, Chanel a été condamnée pour avoir licencié un cadre qui avait caché son mariage avec une collègue. Une victoire logique pour son avocate. Le principe est que le salarié a le droit de parler de sa vie privée, de ne pas en parler, de mentir
Il peut dire qu'il est marié alors qu'il ne l'est pas, ou inversement. Il peut dire qu'il est marié avec une femme alors qu'il est marié avec un homme, ou inversement. Sa vie privée échappe totalement à l'autorité de l'employeur. Et quand l'amour, né au travail, ne peut pas y grandir en toute sérénité, certains choisissent de changer de poste pour continuer à s'aimer. Et qui n'a jamais rêvé un jour de gagner au loto au Royaume-Uni? Il existe un type particulier de loterie, les loteries immobilières. Ces dernières vous permettent de gagner une maison, un appartement et même une somme d'argent afin de vous aider à vous y installer. Luc Lacroix, Charline Madini. Que vous soyez plutôt cottage anglais, grand luxe, avec son lac privé, ou maison en plein Londres, valeur 6 millions d'euros, le salon a d'immenses baies vitrées, la cuisine tout équipée, et il y a tout de même 4 chambres. Au Royaume-Uni, ces maisons de rêve pourraient ne vous coûter qu'une dizaine d'euros à condition de jouer et de gagner. Les loteries pour gagner une maison sont très populaires chez les Britanniques. Cette vue est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette maison. Cette londonienne est locataire. Elle s'est prise au jeu et depuis quelques mois, elle joue régulièrement. Vers Noël, je me sentais chanceuse. Et j'ai vu qu'ils avaient une maison à gagner à Londres. Je me suis dit, pourquoi pas? Gagner une maison, c'est plus amusant que juste de l'argent. Certaines loteries sont organisées par des professionnels. D'autres, par les propriétaires eux-mêmes. Le but, avoir une chance de plus de trouver preneur, comme dans ce village du sud-ouest de l'Angleterre. Nick Smith a lui-même rénové entièrement cette petite maison. La salle de bain est presque finie. Regardez, les carreaux sont tout neufs. Avec la loterie qu'il a choisie, la mise est de seulement 3,50 €. Plus il y a de joueurs, plus il gagnera d'argent. C'est un pari, vous savez. Il est possible que l'on ne vende pas les billets, mais pour nous, si ça marche et que quelqu'un l'a pour 3,50 €, c'est super pour lui. Et d'un autre côté, peut-être qu'on va vendre des millions de billets. Il a 1 mois pour vendre ses billets. Alors, pour emporter le gros lot, il multiplie les vidéos sur les réseaux. 3,50 €, c'est le prix d'une tasse de thé. À chaque publication, on voit les chiffres s'envoler. Pour éviter de brader sa maison, il a mis un prix minimum. Sinon, il la gardera. Au Royaume-Uni, ces dernières années, les sites de loterie avec une maison à gagner se sont multipliés. Chacune a son propre fonctionnement, mais toutes ont la même recette. En Angleterre, c'est particulièrement difficile d'accéder à la propriété, surtout dans le sud. Je pense que les gens aiment essayer de gagner quelque chose qui changera leur vie pour une fraction du prix. Au Royaume-Uni, la législation sur les jeux est très libérale. Mais en France, la loi interdit de vendre sa maison en organisant une loterie. Et 20h30 prend ce soir la direction de Londres, justement, dans un instant, pour aller à la rencontre d'une légende du cinéma. Quelle carrière que celle de Meryl Streep, actrice adulée, pour de multiples raisons. On va en parler avec elle, c'est l'heure de 20h30.